Donc voilà, bienvenue à tous, bienvenue sur ce 36e Radio Pléiade. Nous sommes le lundi 2 mai 2022 et nous sommes toujours prisonniers sur la planète Terre. Et ce soir, nous avons des invités. Nous allons parler d'un sujet que vous connaissez peut-être, que vous ne connaissez peut-être pas. Nous avons avec nous donc deux personnes qui représentent le site internet et le canal Telegram Revue Citoyenne. Vous allez voir, c'est très très intéressant. Ça rejoint tout à fait en fait le travail que l'on fait, notamment le travail de divulgation sur différents sujets. Donc bienvenue à David et bienvenue à Elisabeth. David, Elisabeth, vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour. Comment ça va tout Donc, le monde? bah moi, tu voyais, je tousse un petit peu, donc je suis désolé, excusez-moi pour ça, mais vous inquiétez Il pas, faudrait que je tousse un ça petit ne peu aussi, passera vous pas. inquiétez pas. Voilà, c'est pas contagieux via Du miel, le du salon miel. vocal. Faut prendre du miel dans un lait chaud. Donc voilà, bienvenue. Et puis nous avons Sandrine et Cindy, nos deux co-animatrices. Un petit mot pour nos auditeurs? Coucou à Allô? tous et heureuse d'être parmi vous. Sandrine du canal Telegram Méditons ensemble pour la libération planétaire. Bonne soirée. Merci Sandrine, notre belle fée énergéticienne, et oui, qui prend toujours soin de nous. Quant à moi, je suis Cindy, je représente le réseau Prepare for Change, préparez-vous au changement, et je suis l'hyperboréenne lyrienne de l'équipe, très heureuse de vous retrouver ce soir. Allez, tous ensemble vers la libération planétaire, et ce soir, bienvenue à l'équipe de Revue Citoyenne. Merci. Voilà, bienvenue à vous. On était un petit peu en retard hein, parce qu'on a subi une invasion russe, un petit peu comme l'Ukraine. Sur certains groupes, là, il y a un robot qui s'est mis à nous mettre tout un tas d'abonnés fictifs, ce qui nous empêchait toute possibilité de communiquer sainement. Donc, ça nous a pris un petit peu de temps juste avant, justement. Voilà, c'est un incident. Sachez que quand on est sur les réseaux sociaux, malheureusement, on a ça. On a des trolls, on a des robots, on a des petits ennuis de temps en temps et il faut il faut faire face. Donc voilà. Bref, ce n'est pas le sujet. Alors, moi, je vous propose, David et Elisabeth, de nous dire. Alors, déjà, peut-être même avant d'aller sur le sujet revue citoyenne. Donc, bienvenue aux 75 personnes qui sont avec nous ce soir pour le moment. Donc, déjà, de vous présenter. Qui êtes-vous déjà? Qui êtes-vous en tant que personnalité transcendante dans cette vie ou globalement dans toutes vos vies que vous avez traversées? Qui êtes-vous? Dans notre vie courante, on est plutôt des gens normaux hein, qui travaillons dans des secteurs privés. Après, on a toujours été un petit peu sensible à toute l'actualité, un petit peu tout ce qu'on faisait de l'actualité actuellement, et avons toujours cherché à aller plus loin que ce qu'on a voulu, ce qu'on nous présente au quotidien. Alors bien sûr, c'est plus loin dans les sujets d'actualité courants, mais c'est aussi plus loin, ça peut être aussi plus loin sur les sujets que vous traitez un petit peu plus. On a consulté un petit peu vos différents canaux, Victoria Luminis, et c'est des sujets aussi auxquels nous sommes très sensibles. Tout à fait. Alors moi, Oui. Ah pardon, vas-y. Vas-y. Non, moi je voulais juste dire que pour ma part, je suis une passionnée de littérature depuis toujours, donc je suis une grande lectrice et en même temps je suis quelqu'un de très curieux, donc je vais, tout ce qui est énigme, tout ce qui est caché m'intéresse davantage que le reste, donc je vais toujours essayer de faire ma petite enquête et cela depuis toujours, donc voilà. Donc vous n'êtes pas des complotistes ou des, je ne sais pas trop quoi, conspirationnistes, vous êtes des chercheurs de vérité. Oui, effectivement. Bien, voyons. Ouais, Bien sûr. c'est ça. Le but, c'est pas de. On a un côté très ouvert d'esprit, et en même temps, on essaie de garder les pieds sur terre et de vérifier toujours les informations avant de publier quoi que ce soit. Donc ça, pour nous, c'est très important. C'est l'essentiel du travail. Voilà.
Très bien. Alors, en l'occurrence, pour la petite anecdote, justement, donc comment on s'est connus avec Elisabeth et David, c'est que tout simplement, moi j'étais abonné à leur canal, donc le canal qui s'appelle tout simplement Revue Citoyenne, donc le canal Telegram. Donc si vous êtes abonné à Victoria Luminis, vous pouvez vous abonner au canal Revue Citoyenne. Je pense que Cindy a déjà posté le lien, non, pas encore, ou va le faire dans une fraction de seconde. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est comme je voyais qu'il y avait des thèmes qui étaient en lien avec les thématiques que je couvre sur le site de divulgation et spiritualité qui s'appelle Lève le voile. C'est un site qui est dédié à la vidéo. En fait, je mettais des liens vers des vidéos, comme par exemple quand j'ai vu sur le mind control que vous aviez parlé de la CIA et des opérations de mind control, contrôle mental. Et ben, j'avais quelques vidéos très intéressantes sur le sujet sur le site, donc Lève le voile. Du coup, je les ai mis en commentaire et c'est comme ça que le contact a été pris. Voilà, juste pour la petite anecdote. Donc, merci de m'avoir contacté, Elisabeth. Oui, j'ai trouvé les vidéos très intéressantes, parce qu'elles ne sont pas toujours intéressantes, hein. Voilà, mais ça, c'était des bonnes vidéos. Voilà, oui, et que puis il y j'ai a voulu. les bonnes vidéos. Pardon, disparaissent, Ouais. les bonnes vidéos disparaissent très vite de l'Internet. En général, elles sont censurées assez rapidement. Donc, il faut essayer de garder la trace et c'est ce que j'essaye de faire. Mais voilà, vous aussi, justement, vous gardez la trace. Alors, maintenant, vous allez nous expliquer. Donc, Revue Citoyenne. D'ailleurs, ce nom-là, finalement, ne présuppose pas du tout du travail que vous faites, en l'occurrence. Moi, quand j'ai découvert Revue Citoyenne, au début, je me suis dit, est-ce que ça me concerne vraiment, moi qui suis plutôt dans la divulgation et la spiritualité? Et puis, j'ai découvert en fait les sujets que vous traitiez. Et je me suis dit, ah bah oui, finalement, ça me concerne tout à fait. Mais le titre ne laissait pas du tout présupposer cela. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est Revue Citoyenne et pourquoi avoir choisi ce titre? Alors, il faut quand même que je raconte une petite anecdote pour comprendre le point de départ, qui est finalement récent, parce que ça date d'il y a moins de 6 mois. C'est qu'en décembre dernier, j'ai une amie qui me contacte. Alors, elle savait que je lisais beaucoup, que je me renseignais beaucoup sur divers sujets, et notamment depuis la crise du Covid, et qui me dit, ouh là là, Elisabeth, je vais passer Noël dans ma famille, j'ai peur, moi je suis pas vaccinée, je veux pas, je suis contre le pass, ils vont tous être contre moi, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, elle était en panique. Je lui dis, écoute, t'inquiète pas, je vais te faire un document pour leur rappeler un petit peu des choses dans le passé sur des anciens scandales sanitaires étayés avec des dates, des noms, des condamnations de laboratoires pharmaceutiques. Et puis, voilà, et je vais t'envoyer ça. Et puis, comme ça, tu pourras l'imprimer, l'apprendre, leur donner. Et comme ça, on va raviver un petit peu leur mémoire. Donc, en fait, c'est parti de là. Et je me suis mise à faire ça. Ça a été ma toute première revue. Et puis, au final, je me suis dit, ben, tiens, en plus de toutes les condamnations des laboratoires pharmaceutiques, que ce soit au niveau de condamnation pour des vaccins ou des médicaments, je vais aussi parler, tant qu'à faire, des différents conflits d'intérêts, du pantouflage entre des personnes qui ont fait des allées-venues entre les laboratoires pharmaceutiques et le monde de la politique. Des condamnations aussi, hein, par exemple d'un ministre italien qui a été condamné, je pourrais en parler après. Et je me suis dit, je vais lui faire un petit combo de tout ça, et comme ça, elle aura tous les éléments pour pouvoir se défendre à Noël. Voilà, donc c'est parti de là. Tu parles de Noël, tu parles de Noël 2021, donc c'est tout récent alors. C'est ça, c'est tout récent. C'est tout récent. Et puis, je lui ai envoyé, je me suis rendu compte que ça a fait, mine de rien, 16 pages, quelque chose comme ça, très rapidement. Et puis, au final, elle ne s'en est pas servie parce qu'elle me dit, on n'en a pas parlé. Mais ça l'a rassurée d'avoir ça avec elle, parce que là, c'était factuel, hein, c'était que des faits. Et du coup, ça m'a amené, je me suis dit, mais si je l'aide elle pour ça, pourquoi ne pas aider d'autres personnes qui se retrouvent en difficulté par rapport à plein de sujets, quels qu'ils soient, pas que par rapport au Covid, hein, mais d'autres sujets, par rapport à la politique, l'économie.
Peut-être même plus tard, nous aborderons d'autres sujets, mais pour l'instant, on en est là. Et je me dis, je vais donner des bagages à ces gens-là qui se posent des questions ou qui déjà ont compris des choses, mais c'est une chose de savoir, ce qui est déjà beaucoup, ou d'avoir l'intuition que quelque chose ne va pas, ce qui est beaucoup aussi, mais c'est encore mieux d'avoir des bagages concrets, c'est-à-dire des faits, des dates, ce qui s'est passé, voilà, c'est très important pour pouvoir se défendre au travail, auprès de sa famille, sa boulangère, votre voisin, enfin qui vous voulez. J'ai tenu, je me suis dit, j'ai une responsabilité, j'ai acquis un certain savoir, bien qu'il y a beaucoup plus que moi, hein, mais bon, en tout cas, j'en ai acquis un certain. Je me dis, mais il faut que je le partage, il faut que je puisse aider ces gens-là qui se retrouvent dans des difficultés privées, dans leur vie privée. Enfin, j'ai eu pas mal d'amis autour de moi qui se sont séparés, qui ont perdu des amis pendant cette crise du Covid, et je me dis, mais il faut que je leur donne des armes pour voir des armes, un, pour se défendre, et de deux, pourquoi pas se poser des questions aux autres personnes. Donc, il y a vraiment deux choses en moi, c'est ça. Je me suis dit, il faut que j'aide d'un côté à se défendre, ces gens-là, à mieux comprendre ce qu'ils ont déjà comme intuition, et de l'autre côté, il faut aussi que peut-être ça peut aider des personnes à comprendre ce qu'ils n'avaient pas du tout compris jusque-là. Donc, il y a vraiment deux choses. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais ça a été Oui, ça. tu es parfaitement clair. Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est vrai que nous, on est sur le canal Victoria Luminis, et par rapport à nos canaux d'information qu'on relaie, c'est vrai qu'on est vraiment dans la, comment dire, dans l'extrême, quelque part, par rapport à tout ce qui est divulgation. C'est vraiment de la divulgation profonde. C'est des choses qui sont quand même très choquantes pour l'immense majorité de la population. Vous, votre démarche, c'était quand même d'être un petit peu plus grand public, en l'occurrence, mais de facto, moi, je me rends compte que même en étant grand public, alors quand j'ai vu le dossier que vous avez fait justement sur Mind Control, bah, vous êtes amené à traiter finalement des sujets de divulgation profonde et qui rejoignent tout à fait le travail que l'on fait, quoi. Donc voilà, sauf que de par votre positionnement, vous allez peut-être, voilà, vous allez peut-être pas parler tout de suite des liens avec les extraterrestres, quoi. Alors, alors c'est marrant de vous parler de ça parce qu'avant de s'intéresser, enfin avant, nous sommes passionnés par tous ces sujets, David et moi-même. Très passionnés par tout ce qui est spiritualité, vie extraterrestre, etc. Sortie de corps, asséchée, autant de choses que tout ce que vous pouvez connaître, je pense, vous diffusez de votre côté. Hein. Voilà, nous pratiquons la méditation. Ce sont des sujets ce sont des aspects qui nous intéressent toujours. Alors, on n'a pas encore effectivement abordé ça dans les revues citoyennes, mais on y pense, on y pense. Disons que le truc, c'est que nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait vraiment un large public déjà qui s'éveille à des choses, comment dire, terriennes. Ouais. Terriennes déjà, parce qu'il faut quand même pour pouvoir s'émanciper de tout ça, il faut comprendre. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, c'est important qu'ils puissent se situer. Ça aide de mieux comprendre le passé. Si on comprend le passé, on comprend notre présent et du coup, on peut prendre son envol et son indépendance, son autonomie intellectuelle. Mais pour ça, c'est plus difficile pour moi de le faire si on n'a pas déjà les éléments concrets de ce qui se déroule sur cette terre. Mais effectivement, ce sont des sujets très, très intéressants. Peut-être qu'on les abordera, mais on ne veut pas perdre pour l'instant des personnes qui vont dire « Oh là là, ce sont des huluberlus, ils disent n'importe quoi, ils divaguent ». Donc pour l'instant, on leur montre qu'on fait des choses plutôt concrètes. Voilà. Non, mais c'est très important. Des choses qui sont très rapprochées aussi de leur quotidien actuel. C'est ça. Donc revue pour… Voilà. Excusez-moi, vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais en fait, je pense que c'est un très bon positionnement. Et justement, c'est bien qu'il y ait tout un tas de canaux, de sources d'informations qui se positionnent justement de façon subtilement différente pour pouvoir toucher un maximum de population.
voilà, on sait que à partir du moment où on aborde certains sujets, ben, on va s'interdire de toucher une certaine population. Donc, avoir un positionnement légèrement différent, c'est vraiment, voilà, c'est notre force aussi. Ça permet de toucher Exactement, un plus oui. grand nombre de personnes. Voilà. Et c'est Mmh. vrai qu'il y a des sujets qui sont très simples, comme la vaccination, et qui sont finalement des portes ouvertes sur l'infini, qui sont des sujets éveilleurs de conscience. En fait, moi, si je regarde mon parcours personnel, le sujet de la vaccination a été pour moi un sujet éveilleur de conscience, quoi. Ça démarre par un rendez-vous à la PMI où on veut absolument injecter tout un tas de trucs à votre enfant. Vous commencez par chercher, et puis de fil en aiguille, vous tirez le fil rouge, et puis vous arrivez à des choses absolument hallucinantes. Et c'est vraiment une porte ouverte sur l'infini. Donc voilà, c'est pas parce qu'on touche à des sujets apparemment mainstream que ça va pas être des sujets fortement éveilleurs de conscience, quoi. Exactement. Alors, c'est vrai que nous, c'est un travail de synthétisation de livres. Alors, des livres qui ont été écrits par qui? Pas par n'importe qui, bien que personne ne soit n'importe qui, hein, d'un point de vue, si on se positionne spirituellement, nous sommes tous au même statut, on va dire. Mais en tout cas, ces livres, pour rassurer les gens, ont été écrits par des anciens militaires haut placés, des anciens politiques repentis plus ou moins, ça dépend, des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation. Donc en fait, je lis tous ces livres et je les synthétise en quelques pages pour faire gagner du temps aux gens, parce qu'on sait que tout le monde est occupé, tout le monde court partout, en fonction de là où vous vivez plus ou moins. Et donc on leur fait gagner du temps, on prend l'essentiel de chaque livre, et puis on les met sous forme de revue. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas faire des podcasts, parce que tout le monde n'aime pas lire, même si c'est beaucoup moins qu'un livre entier, puisque ça représente, chaque revue fait, certaines font 6 pages, d'autres font jusqu'à 20 pages. Mais il y a des gens qui préfèrent écouter, donc on a eu l'idée du podcast. On a eu l'idée de décliner ça effectivement en podcast, nos revues en podcast, pour plus d'accessibilité pour certains. Voilà, donc c'est complémentaire. C'est la même chose, sauf que ils peuvent écouter ces revues sur des types différents. Si des fois, ils peuvent être au volant de leur voiture, ils ne peuvent pas lire, ils ont cette possibilité-là aussi. Oui. Et moi, je trouve ça génial. Enfin, franchement, déjà, ce que tu exprimes, hein, l'idée de… aujourd'hui, on est dans un monde qui va trop vite, et on est dans un monde finalement où on est oppressé aussi par la vitesse. Alors, on est oppressé par le quotidien, évidemment, et par tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et donc, du coup, travailler en même temps sur son développement personnel et sur son information, c'est quelque chose de difficile. Prendre le temps de lire un bouquin complet, c'est compliqué. Donc, c'est génial. En réalité, votre démarche, l'idée de synthétiser des bouquins, comme un bouquin de Nikola Tesla, par exemple, on en reparlera tout à l'heure. Moi, je trouve ça génial, parce que justement, et en plus, l'idée de faire un podcast derrière, c'est doublement génial. Et alors, ce qui est triplement génial, et là, franchement, là, je vous tire mon chapeau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ils sont trop bons. C'est l'application téléphone mobile. Alors là, franchement, chapeau. Et moi, parce que vous savez, nous, on organise beaucoup de méditation mondiale. Il faut que je vous en parle, Cindy et Sandrine, il faut que je vous en parle, mais on a absolument besoin d'une application mobile. Et c'est ça qu'il nous faudrait, en fait. C'est-à-dire, pour pouvoir justement, pour que les gens sachent à chaque moment quelle est la méditation à faire et accéder directement au support de méditation, il nous faudrait une application mobile. Et vous l'avez fait. Alors, pour accéder à… L'idée est née du fait que je ne suis pas un grand utilisateur du canal Telegram, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de flux d'informations. Donc, je sais que c'est des outils qui sont adaptés à beaucoup de personnes aujourd'hui. Il y a besoin de beaucoup de flux d'informations, ça s'est organisé avec les petits tags sur les articles qu'on n'a pas lus. Mais ça, moi, c'est pas mon essence. Donc, on a eu l'idée derrière de créer un site internet où on pouvait organiser nos données de manière différente, le rendre, parce que le souci aussi, c'est que quand on diffuse donc des revues citoyennes sur le Telegram en version PDF, c'est très compliqué à lire sur un téléphone portable. Et avoir un site internet responsive qui s'adapte à la taille de l'écran, ça, on a trouvé que c'était essentiel pour rendre encore plus accessibles nos revues écrites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un téléphone portable, on a la possibilité de décliner ça sous forme d'application.
Donc, c'est un complément qu'on a fait à notre canal et qu'on a lancé tout récemment. Ça fait que 15 jours ou 3 semaines. Hein. Ça fait un mois. Ça fait un mois qu'on a lancé notre site internet. Hein. Un petit mois, oui. C'est vrai. Alors, venons-en au fait. De quel sujet traitez-vous sur Revue Citoyenne? Allez-y. Je pense que notre public s'impatiente de savoir. On est quand même sur des sujets divers et variés. Donc, il reste un petit peu, on n'en est pas encore dans la sphère spirituelle. Alors, je vais expliquer un truc avant de présenter ça. C'est que pour nous, il est très important, on l'a mis sur notre site, que les personnes, si elles souhaitent acheter le livre, nous ne sommes pas du tout une société commerciale. On fait ça bénévolement en plus de nos travails respectifs. On a tout gagné parce que si la personne, en lisant ou en écoutant une revue, lui donne envie de lire le livre, pour nous, c'est super. Parce que c'est aussi faire honneur à la mémoire d'un auteur qui peut-être aujourd'hui est décédé, qui a pris des risques en témoignant sur son vécu ou en faisant des investigations sur des sujets sensibles. Donc, c'est faire honneur à la mémoire de ces auteurs. Donc, il ne faut quand même pas l'oublier aussi. Hein. C'est aussi une porte pour que les gens puissent s'intéresser à ces livres peut-être à terme. Quoi. Voilà, je referme ma parenthèse, je t'en prie, David. D'accord. Donc, au chapitre des sujets un petit peu qu'on peut traiter, les scandales sanitaires, hein, qu'Elisabeth vous a un petit peu présenté tout à l'heure, qui traitent donc les scandales sanitaires liés à l'industrie du médical et plus particulièrement des vaccins et des médicaments. Un sujet qui est un petit peu moins connu, qui traite des épandages dans une revue, et des chemtrails qui sont effectués dans le ciel, hein, qui sont effectués en masse et qui affectent l'écologie, la météo, la santé des populations, et qui traite aussi, on en parle dans la revue, qui a un effet sur la santé au niveau de la maladie des morgelons. Alors, oui, est-ce que vous connaissez la maladie des morgelons? Allez, partez du principe que le public ne connaît pas la maladie des morgelons, c'est un truc horrible. Expliquez-nous. C'est horrible. Alors, bon. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Hein. Oui. Après, on ne va pas vous parler de toute la revue parce que c'est assez long, mais pour résumer, donc ce sont des personnes qui, on va dire, suintent des fils, des sortes de filaments qui sortent de leur corps donc organique. Donc, ça peut sortir du nez, des yeux, des oreilles, de la peau, des fils de certaines couleurs spécifiques. Je crois que c'est bleu, rouge. Exact. Il y a une troisième couleur, je ne sais plus laquelle. Et donc, c'est une maladie très mystérieuse. Le monde médical s'est très peu intéressé à cette maladie. Certains médecins s'en sont intéressés parce que comment ça se fait que des gens rejettent des filaments de couleur bleue ou rouge de leur corps, c'est assez étrange. Et en fait, en 2006, le docteur Hildegard Steininger, qui est toxicologue dans le domaine industriel, qui est mondialement connue, elle publie un article dans le registre national des professionnels de l'environnement, intitulé « Le rapport Steininger ». Elle explique que la maladie des morgelons proviendrait de l'exposition aux nanomatériels vaporisés sur les populations par des programmes d'épandage. Donc, la peau des victimes de la maladie des morgelons suinte de ces mystérieuses fibres qui sont identifiées comme de la cellulose, une polymère qui n'est ni fabriquée, ni digérée par le corps humain, mais qui est en revanche bien citée parmi les substances contenues dans le brevet d'épandage. Ces fibres, elles tombent du ciel, elles pénètrent dans le corps humain, donc toujours via les épandages, et se développent intérieurement dans les corps des humains. Elles sont en quelque sorte comme un envahisseur externe qui n'est pas reconnu par le corps et qui attaque le système immunitaire. Les produits identifiés donc dans cette étude sont des composés de polyéthylène et des mélanges de composés organiques. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils ont fait des tests de brûlage à 600 et à 1400 degrés et ça n'a pas fait fondre ces filaments. C'est-à-dire que comment un corps humain, qui est donc organique, peut rejeter des filaments qui ne brûlent pas à des tests de brûlage à 600, de 600 à 1400 degrés Celsius. Voilà, je vais m'arrêter là sur l'exemple
Mais on est bien d'accord que tout ce que vous nous dites là, encore une fois, c'est dûment documenté, référencé. Exactement. Vous sourcez vos informations. Bien sûr. Ah bien oui, sûr. oui. Tout est dans la revue, en fait. Il faut aller voir la revue et les sources sont dedans. D'accord. Voilà. Ah ouais. Non, mais c'est important parce que on a vite fait, on passe vite pour un complotiste quand on commence à parler de ce genre de choses. Non, c'est dit avec des rapports médicaux qui ont été déposés, officiels, Hum. dont on ne parle pas toujours, mais il y a des sources médicales. Ouais. Pour nous, c'est très important, justement, d'aller vérifier les sources et de mettre les sources. Vous Voilà, faites le les travail mauvais que rapports, les les dates. Ouais. vous faites le travail que les faux journalistes qui ne font pas en réalité. Hein. Vous savez, les décodeurs, les observateurs, etc., là, qui s'amusent à débunker toutes les informations qui passent. Oui, Finalement, vous faites le travail parce oui, qu'eux ne le parce que font pas. Parce que... l'information est disponible, elle a la portée de tous au final. Oui. C'est qu'après, c'est une volonté de la diffuser et de ne pas la diffuser. Si on cherche, on trouve, en fait. Mais bon, voilà. Il faut avoir une volonté de chercher. C'est surtout ça. Mais Tout voilà. à fait. Alors, oui. Alors après ce sujet bien horrible qui est la maladie des morgellons, on laissera un moment d'interactivité après pour nos auditeurs s'ils souhaitent poser des questions. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous proposer donc dans Revue Citoyenne? On a donc le projet ARP qu'on va parler tout à l'heure, avec Nikola Tesla, bien évidemment. On s'est lié un petit peu au projet ARP, on en parlera. Des sujets liés aux micro-ondes, avec tous les risques que représentent les micro-ondes pour la santé aujourd'hui. Le transhumanisme et des stratégies de manipulation des consciences. C'est intimement lié un petit peu au projet ARP. L'organisation, alors un sujet qui est un petit peu opaque, qu'on a nommé les véritables maîtres du monde, c'est comment est constituée notre société au-delà de la sphère politique. Et c'est de montrer comme quoi le monde politique ne sont pas les tout-puissants. Il y a encore quelque chose dessus. Un sujet un peu plus politique, qui est l'ascension d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal, et comment Macron a été élu au pouvoir, et le rôle des médias dans tout ça. Oui, les dessous de l'ascension. Les dessous de l'ascension d'Emmanuel Macron. Qui a quand même été expliqué par un insider. Donc, quelqu'un qui a fait la même promotion que Gabriel Attal et qui se nomme Juan Branco. C'est un être qui est extrêmement brillant. Que vous connaissez peut-être. Que vous connaissez peut-être, oui. Oui, après, nous le connaissons. A une revue. Oui. D'accord. On a une revue sur l'Empire Rothschild. Comment est né l'Empire Rothschild et comment sa puissance est d'une telle qu'elle est aujourd'hui, sa puissance financière, bien évidemment. Très intéressante, cette histoire. Une série de revues de l'auteur un petit peu de William Guicard, qu'on s'inspire de William Guicard, qui est très riche d'informations sur les banquiers internationaux et leur rôle dans les conflits majeurs depuis 4 siècles, donc de la Révolution anglaise à la Seconde Guerre mondiale. William Guicard, qui est pareil, qui était un ancien sous-marinier anglais, et chef des… ancien membre des services des renseignements canadiens secrets. Et officier de la Marine royale. Donc voilà, qui est quand même quelqu'un qui est fiable en matière de données. Et qui a fait la Première Guerre mondiale. Et pas qui un a fait la Première Guerre contemporain. mondiale. Enfin, si, on pourrait dire que c'est un contemporain, mais en tout cas, il n'est plus là de nos jours, depuis un certain temps. Et un sujet qu'on va donc aborder également un petit peu tout à l'heure, après le projet ARP, qui est donc la dette mondiale. La dette mondiale, donc comment l'endettement mondial est devenu un enjeu majeur pour le système financier privé. Alors j'insiste bien sur privé. Et on abordera tout à l'heure un petit peu l'exemple de la dette française. On fera un petit focus sur la dette française. D'accord. Voilà un petit peu tous nos sujets. Alors, on traite aussi des sujets, on a quelques petits hors-série qu'on présente des hors-série. Alors, les revues sont plus tirées, comme disait Elisabeth, donc de livres d'anciens hommes politiques repentis, de lanceurs d'alerte, de journalistes d'investigation. Les hors-série, c'est plus un travail de recherche qu'on fait sur des thématiques un petit peu plus séparées. Là, à titre d'exemple, on a fait un petit focus, une petite piqûre de rappel sur la pauvreté dans le monde et les disparités qu'augmentent chaque jour, contrairement à ce qu'on peut nous dire.
ou un petit focus aussi sur un peu plus économique, mais qui nous a paru important. C'était sur l'importance des TPE-PME un petit peu dans l'économie française, parce qu'on a trop tendance à vouloir taper un petit peu sur les entreprises, alors que les petites entreprises, alors qu'elles ont quand même un rôle prédominant dans la société. Oui, contrairement aux multinationales, on en a beaucoup à dire. Mais alors après, il y a aussi les hors-séries sur le monde, le monde selon Xi Jinping, le président chinois, c'est aussi intéressant. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y a eu. Enfin, là, on en est dans les débuts de hors-série. Hein, on n'a produit que 5 pour l'instant. Mais ce ne sont pas des synthèses de livres, comme les revues. Ce sont comme des revues de presse sur des sujets comment est-ce que je pourrais dire oui, ça? si, plus contemporain plus actuel. C'est plus actuel. L'actualité. Mais aussi sur des choses dont on a envie de parler. Dont on a envie de parler aussi. En ce qui me concerne, c'était un petit peu l'approche, moi, quand j'ai fait les hors-séries. Ouais. Et puis aussi, un autre point, ce sont les visuels. Ça, c'est très, très pratique. C'est-à-dire qu'en plus, sur certaines revues ou hors-série, nous avons fait, c'est David qui s'occupe de ça parce qu'il voilà, toujours par souci de simplification, de compréhension pour nos lecteurs, on a trouvé important sur certaines revues qui peuvent paraître compliquées de faire une petite synthèse PowerPoint pour présenter de manière très simple et schématisée le contenu un petit peu de ce qu'on a présenté par écrit. Je vous en présenterai une tout à l'heure quand on parlera un petit peu de la dette. Oui, et puis il y en a une, par exemple, c'est à qui appartiennent les médias. Donc là, on classe bien, on vérifie bien évidemment l'information, parce que justement, on ne veut pas avoir de problème derrière. Donc c'est pour ça qu'on a un souci de sérieux là-dessus. Donc on rappelle un petit peu à qui appartient telle radio, à qui appartient tel magazine, telle maison d'édition, etc. Donc tout ça, c'est concentré dans un PowerPoint. On a un autre PowerPoint... sur quoi déjà? On a 2 PowerPoint donc sur la dette. On a un PowerPoint sur la constitution des organisations de notre société, justement. Donc, ce qui est au-dessus de la politique, en quelque sorte, hein, pour faire simple. Alors, est-ce qu'on pourrait vous passer commande, justement? C'est une question que je me posais. Alors que ce soit un livre, par exemple, moi, je connais des livres très intéressants que j'ai pas le temps de lire. Et Elisabeth, je dis, tiens, Elisabeth, je te pousse un livre et puis tu me fais un résumé, tu me fais un dossier là-dessus ou bien un hors-série sur des sujets. Est-ce qu'on peut vous pousser justement des idées de dossiers ou alors vous en avez à l'appel et de toute façon, vous avez du travail pour les 1 an qui viennent? Alors, peut-être pas pour les 1 an qui viennent, mais c'est vrai que là, on est déjà sur, parce que bien évidemment, on est toujours à l'avance sur ce qu'on va publier. C'est-à-dire que là, je suis sur d'autres sujets actuellement que ce que les gens voient sur le site ou sur le canal. Mais oui, tout à fait. Moi, je suis preneuse de livres, de sujets, voilà, et pourquoi pas faire des revues dessus. La seule chose, c'est qu'il faudra attendre un petit peu parce que pour ne rien vous cacher, chaque revue me prend, pour ma part, parce que toi, tu as fait récemment l'arnaque bancaire, 8 à 10 heures. Oui. Comptons plutôt 10 heures. Ouais, en tout et pour tout, c'est 10 heures par revue. Donc, c'est énorme, sachant qu'on travaille tous les deux. On a un autre travail alimentaire à temps plein à côté. Donc, c'est vraiment, moi, je consacre mes week-ends et mes soirées à ça. Par souci toujours de transmission. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps, mais on est ouvert à ça en tout cas. Bienvenue dans la communauté des travailleurs de lumière qui s'ils ont un métier dans la matrice, ont également un métier pour faire sortir de la matrice, la société de la matrice. Et c'est vrai que des fois, j'ai aussi le sentiment d'avoir 2 temps pleins, ce qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc, bienvenue au club. Donc, on compatit, chacun compatit pour tous ces travailleurs-là. Oui, tout à fait. Voilà. Et après, il faut tenir dans la durée. Attention, c'est important. Hein. Faut pas nous lâcher trop vite. Ah nous sommes plutôt du genre opiniâtre. D'accord. Alors allons-y. Rentrons peut-être dans un ou l'autre de ces sujets. Alors pour d'ailleurs les auditeurs de Victoria Luminis qui pourraient se poser des questions, mais quoi la dette, par exemple,
c'est quoi le rapport? En fait, moi, figurez-vous que moi aussi, j'ai traité en fait sur mes sites internet de ces sujets-là. En fait, le sujet de la dette, il est super important parce que la dette, en fait, c'est tout simplement un moyen de siphonner notre énergie. C'est des mécanismes en fait de transfert d'énergie qui se cachent en fait derrière les sujets de la dette. Donc, on peut commencer par comprendre effectivement ça et comprendre le sujet de la dette pour petit à petit prendre conscience de ce qu'il y a derrière énergétiquement. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, dans notre communauté, on parle beaucoup de réinitialisation financière. Voilà. Et parce que derrière la dette aussi, il y a des projets sombres. Donc, il y a ce qu'on appelle le reset financier, mais vu à la mode nouvel ordre mondial. Mais il y a aussi des projets plus lumineux, justement, de réinitialisation financière parce que voilà, ceci est tellement corrompu qu'il va falloir faire un reset à un moment ou à un autre pour pouvoir faire entrer plus de lumière dans le système. Donc voilà, donc pour moi, c'est des sujets alors qui peuvent sembler justement à nos éditeurs qui ont l'habitude d'entendre parler des Pléiadiens ou autres joyeusetés, un peu lointain, mais je vous assure que tout est lié, notamment sur les plans subtils. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut rentrer justement dans l'un de ces sujets? Alors, je sais pas, de quoi vous voulez parler d'abord, des livres ou de la dette? C'est parti sur le projet ARP, hein, si vous voulez bien. Alors, je vais faire je vais faire mon partage d'écran à ce moment-là. Donc, inspiré du livre de Claire Sévrac, c'est ça? Alors, inspiré effectivement du livre de Claire Sévrac, mais on a trouvé quand même important en préambule de présenter un petit peu qui a créé le projet ARP à la base, qui est Nikola Tesla. Enfin, quelles découvertes ont permis cette création de ce projet pas très lumineux, quoi, on va dire. Donc, voilà, pour comprendre un petit peu de pourquoi il a été utilisé comme ça après et le but de sa création à la base. Donc Nikola vous Tesla, voyez le partage? oui. Voilà. Alors là, du coup, il faut plutôt montrer le livre de Tesla, peut-être, en premier, si c'est possible. Si c'est possible. Oui, c'est possible. On va faire une bonne introduction sur Nikola Tesla. C'est un bon préambule à ARP et ça permet également de parler de Nikola Tesla. C'est pour ça qu'on fait un petit peu une pierre de coups en faisant ça. Donc Nikola Tesla, c'est un Croate qui est né en 1856, qui était un inventeur, un électricien et ingénieur mécanique. Il a quand même inventé des choses très importantes qu'on utilise encore aujourd'hui, comme le tube cathodique pour nos ordinateurs, même si c'est un petit peu moins d'actualité, mais qu'on a comme utilisé pendant des années. La radio, le téléviseur. Il a inventé le courant alternatif qu'on utilise aujourd'hui au quotidien. C'est ce qui alimente en électricité toutes les maisons, entre autres. Le bateau télécommandé, le four à micro-ondes, il posa les bases. La radio. La radio. Il fut le premier homme sur Terre à produire l'effet électrique à l'échelle de la foudre. C'est comme s'il avait reconstruit la foudre à l'état réel. Il a reproduit les rayons X, des dispositifs qui furent à l'origine des radars et des IRM. Il a découvert aussi quelque chose que vous connaissez au sein de votre canal, qui est la résonance de Schumann. Bien avant Schumann, 50 ans avant. Et sa découverte la plus importante, ça reste l'énergie libre. Alors, l'énergie libre, ce sont des rayons cosmiques dont il a réussi à exploiter l'énergie grâce à un système technologique qu'il a inventé. Et ces champs énergétiques sont donc compris entre le sol et 70 km du sol. Il visualisa le Soleil comme une immense boule faite d'électricité et chargée positivement avec un potentiel de 200 milliards de volts. Et la Terre comme un corps chargé négativement. Alors, cette énorme force électrique qui jaillit entre ces deux corps constituait ce qu'on appelait aussi l'énergie cosmique. Cette énergie varie entre le jour et la nuit, d'une saison à une autre, mais elle est toujours présente. Cette énergie est donc potentiellement illimitée, quasi gratuite et extrêmement écologique. Alors Tesla, il travaillait pour l'ombre ou il travaillait pour la lumière?
Vous Ah, savez, bah nous, pour la lumière. Bah, Ça a été on a détourné, tendance. mais ouais. Voilà, c'est ça. On a une vision très manichéenne, effectivement, de la chose. Mais je crois que, d'ailleurs, un certain banquier très, très fameux qui est à l'origine je crois, de la création de la Fed, banquier JP Morgan, il me semblait Morgan, ouais, il lui a mis des bâtons dans les roues, il me semble. bah, disons Tout à qu'il a fait. commencé à financer ce projet au début, y voyant un intérêt financier. Euh, Comme au tout début, quand il a travaillé Winston pour l'énergie, excusez-moi, pour le courant alternatif, En fait, en qui était 1903, commercialisable. oui, en fait, au début, JP Morgan a financé Tesla, sauf qu'en 1903, quand il a compris que le vrai but de Tesla, c'était de transporter de l'énergie électrique sans fil, à ce moment-là, il a refusé de financer davantage le projet, parce qu'il avait bien compris que la portée de cette invention allait mettre tout en l'air, c'est-à-dire les monopoles de l'électricité, du pétrole, de l'essence, du charbon, tout ça aurait été menacé. Donc effectivement, Donc un pan de l'économie qui pouvait s'effondrer. Hein. Bien évidemment, pour JP Morgan ou tous ces industriels de l'époque. Hein. Surtout qu'à l'époque, JP Morgan, il avait une société de, comment ça s'appelle là, les fils électriques là, Oui, le de cuivre. Voilà. Donc, c'est un gros donc industriel Tesla dans le travaille sur cuivre. l'énergie sans fil, alors que JP Morgan, il avait une société qui distribuait des fils électriques. Donc, ça risquait pas de fonctionner. Voilà. D'ailleurs, suite à nos milieux, oui. dans nos milieux, on pense, on croit, et je ne sais pas s'ils en parlent dans ce livre de Massimo Teodorani là, que l'on montre à l'écran. Astrophysicien, ouais. Astrophysicien. On pense, on croit que en fait, vous savez, le cratère de Tunguska en Sibérie, en fait, c'est une expérience de Tesla, mais qui s'est pas tout à fait passée comme il aurait voulu. Est-ce que vous avez cette information? Alors, on l'a pas du tout, mais effectivement, et je sais qu'il a fait sauter toute l'électricité. Je crois que c'était New York, je ne sais plus quelle ville c'était. Il a fait tout sauter dans une ville entière avec ses expériences. Mais celle-là, non, je ne vais pas dire de bêtises. Je ne l'ai pas lu. D'accord. Bah, j'essaierai de retrouver la source et je te la donnerai, Elisabeth, si ça t'intéresse. Mais voilà, on a l'habitude de dire que c'est une grosse météorite qui s'est écrasée sur la Terre. Mais en fait, apparemment, ce serait un faisceau d'énergie dirigée et qui a un petit peu raté son objectif et puis qui a fait des gros dégâts. Enfin voilà, bref, fin de la parenthèse. Oui, mais après, ça peut être lié aussi à une arme qu'il avait appelée Téléforce au rayon de la mort. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. D'accord. Donc, il avait proposé d'offrir les secrets de ce rayon de la mort au département de guerre des États-Unis. Et apparemment, ce rayon de la mort aurait été capable d'abattre 10 000 avions à 400 km de distance. Donc, c'est quand même pas mal. Et en fait, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Tesla, tout ça, c'est dans un but humanitaire. Parce qu'il s'appelait rayon de la mort, mais Nikola Tesla appelait ça rayon de la paix. Pour lui, c'était surtout pour dissuader les autres pays, les autres blocs, d'entrer en guerre, en fait. Donc lui, c'était plutôt dans un but de paix. Et c'est ça que peut-être que les gens ne voient pas. Donc lui, il appelait ça le rayon de la paix. Mais comme de par hasard, au sujet de ce rayon de la mort, je sais qu'il a été retrouvé 3 jours après mort. Il a été retrouvé 3 jours après ça, enfin après avoir contacté le département de guerre. Donc en 1943, il est mort. 3 jours après avoir partagé le rayon de la mort avec le département de guerre américain. Et après, ses travaux ont été... Ces travaux ont été confisqués. Alors, suite à son décès, ces travaux ont été saisis par le FBI, une grande partie, et dont le projet sur ARP. Ouais, et voilà, nous y voilà. Et d'ailleurs, ces documents étaient déclarés top secret, bien évidemment. Donc, alors justement, ARP, c'est quand même pas très positif aujourd'hui.
Mais encore une fois, la technologie, normalement, elle est ni bonne ni mauvaise en soi. Ça dépend comment on l'utilise. Je pense pas que Nikola Tesla l'avait envisagé dans cette utilisation qui en est A faite priori, aujourd'hui. non. Ah non, pas du tout. Lui, son but, enfin, je reviens juste sur Tesla quelques secondes. Lui, son but, c'était de distribuer de l'énergie illimitée, quasi gratuite, et donc écologique au monde entier. C'était ça son but. Il voulait que personne ne manque d'électricité. Donc, que ce soit en Afrique, en Occident, partout. Donc, c'était vraiment très vertueux comme démarche. Sauf que, bien évidemment, bon, bah, parfois, ça ne se passe pas comme ça, même souvent. Voilà. Donc, effectivement, ces documents, ces travaux ont été confisqués par le FBI, classés top secret. Il ne faut pas oublier que son laboratoire aussi a été incendié 2 fois. Donc, on ne va pas appeler ça des accidents. En tout cas, on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est le plus grand génie de tous les temps, à mes yeux. Hein. Je pense que c'est un génie pour avoir découvert une énergie illimitée, je pense, qui est utilisée justement par les vaisseaux extraterrestres. Je pense qu'ils utilisent cette même énergie qui est universelle, en fait. Alors, on va pas faire une émission sur Nikola Tesla ce soir, mais en tout cas, c'est une idée. Je note ça dans le coin de ma tête parce que ça pourrait être intéressant de faire une émission, très intéressant de faire une émission sur Nikola Tesla. Alors, bon, c'est vrai que beaucoup se sont emparés de ce sujet-là et beaucoup en parlent. Mais voilà, en tout cas, moi maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est que c'est ARP derrière. Voilà, comment vous en êtes venu, voilà, à vous intéresser à ARP et finalement, en quoi c'est pas bien ARP? Oula, en beaucoup de choses. Donc, je vais quand même peut-être présenter ARP pour les gens peut-être qui ne connaissent pas. Donc, ARP, ça s'écrit H-A-A-R-P. Donc, en anglais, je vais essayer de le faire au mieux. High Frequency Active Auroral Research Programme. En fait, c'est un programme américain de recherche sur l'ionosphère afin de la modifier localement par des ondes haute fréquence qu'on appelle HF, High Frequency, et d'étudier les modifications sur les communications longue distance. Le projet ARP est officiellement présenté comme une recherche scientifique, mais en réalité, il est sous le contrôle exclusif de militaires. Alors, ce projet, ce que je peux dire d'autre, c'est que donc, c'est un projet de près de 30 millions de dollars par an qui a été financé par l'US Air Force, le département de la Défense et par la Navy, en partenariat avec l'Université d'Alaska. Donc, il a été conçu grâce aux recherches sur les phénomènes électromagnétiques de Nikola Tesla. Et tout est parti d'un certain Bernard Eastlund, qui est un physicien de l'Institut de technologie du Massachusetts, qui se contenta de reprendre les premiers travaux de Tesla dans le domaine de l'énergie électromagnétique et il déposa 12 brevets qui constituent les bases du projet ARP. Donc, environ entre fin des années 80 et 1994, 15, quelque chose comme ça. Et les plus gros clients de ARP sont la CIA, et autres agences d'espionnage comme la NSA, c'est la National Security Agency. Voilà. Donc l'objectif officiel de ARP, c'est de générer un bouclier protecteur global capable de détecter et de contrer des avions, des missiles ennemis qui s'engageraient dans l'espace aérien américain et d'empêcher toute communication radio et satellite dans une zone déterminée. Ça, c'est la version officielle. ARP est également capable de transmettre de fortes quantités d'énergie d'un point à l'autre du globe sans l'apport d'un câble électrique. Donc, comme ce que Nikola Tesla nous avait démontré à l'époque. Et ARP peut aussi être utilisé pour la manipulation du climat en créant des perturbations atmosphériques sur d'autres continents. Mais aussi, ARP peut influencer, et ça c'est très important parce que Nikola Tesla l'avait compris, les comportements humains. Parce que ce système admet une fréquence entre 0 et 50 kHz
Et donc, à ce stade-là de fréquence, on va dire, enfin, ça dépend, parce que la fréquence, à 8, enfin bon, je ne vais pas me partir dans plein de choses. En tout cas, ARP est capable d'interférer avec le spectre cérébral humain, et même d'ailleurs des animaux et de tout être vivant sur Terre. Donc, il ne faut pas oublier une chose, je vais revenir avec cette histoire d'interférence sur les cerveaux humains et de tout être vivant. L'objectif réel de ARP, c'est pouvoir atteindre et bombarder à volonté n'importe quel point de la Terre et de l'espace proche avec un faisceau d'énergie directif ultra puissant, sans utiliser de satellite. Voilà, donc là, c'est déjà pour la présentation de ARP. Je ne sais pas si je m'arrête là, si vous avez peut-être des questions ou pas. Alors moi, je n'ai pas de questions particulières. Après, on peut effectivement introduire un petit peu d'interactivité. Donc, si parmi nos auditeurs, des personnes ont des questions, donc n'hésitez pas à lever la main, on vous donnera la parole. Mais enfin, voilà, moi, je suis un petit peu technique, hein, les gens me connaissent bien et c'est vrai que j'arrive à suivre, il n'y a pas de problème. Bon, alors, justement, pour continuer sur cette histoire de ARP, vraisemblablement, ce type d'action militaire dont ARP est capable de faire a été utilisé lors de la guerre du Golfe en 1991 au cours de l'opération Tempête du désert. Selon le périodique militaire officiel Defense News, donc c'est pas n'importe quoi, les États-Unis avaient déployé sur le champ de bataille une arme à impulsion électromagnétique dans le double dessein d'interrompre toute forme de communication hertzienne et d'influencer les comportements humains. Et ce serait dans ce cas pourquoi, enfin ce serait pour ça que des dizaines de milliers de soldats irakiens se sont rendus sans combattre. Voilà, donc ça veut dire que ça interagit avec l'esprit humain. Bon, je vais donner d'autres exemples après, mais voilà, ce qui fait que du coup, les personnes, dans un cas de guerre, par exemple, comme là, dans la guerre du Golfe, les gens se rendent sans moufter, si on peut dire. Alors, nous dans notre milieu, ouais. on parle beaucoup d'armes à énergie dirigées, en fait, qui sont justement dirigées vers des travailleurs de lumière, des personnes qui peuvent avoir un impact assez fort sur les vibrations de la planète et qui sont attaquées avec des armes à énergie dirigée. Est-ce que vous pensez que ARP peut être suffisamment directif, suffisamment précis pour pouvoir être dirigé vers une personne en particulier? Alors, tout à fait. En fait, la technologie ARP permet de cibler soit une personne individuelle, une ville, un pays ou le monde entier en même temps. Il a toutes ces possibilités-là dans son panel, la technologie ARP. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui perfectionne aussi cette technologie, c'est qu'il y a environ 14 antennes relais ARP dans le monde. Alors, la plupart sont autour de l'Arctique, mais il y en a aussi, alors là, il faut que je retrouve dans mes documents, où est-ce qu'ils sont? Voilà, il y en a 14, c'est ça. Donc, il y a parmi les plus connus, il y a le IPAS, le ESCAT. Donc, le IPAS, c'est en Russie. L'ESCAT, c'est pareil au nord de la Russie. Et puis, il y a aussi une base importante qui s'appelle Pine Gap, qui est en Australie. Donc, elle est gérée conjointement, celle d'Australie, par l'Australie et les États-Unis. Et elle est dirigée par les services secrets australiens, mais la moitié des quelques 900 personnes qui y sont stationnées sont quand même des Américains de la CIA et du Naval Security Group. Bon. Et il y a aussi en Sicile une autre station ARP en Sicile qui s'appelle Muos, près d'un petit village au sud-ouest de l'île. Donc ça permet de perfectionner, d'avoir entre leurs mains, le contrôle de la planète entière en fait. Voilà, avec toutes ces antennes relais, c'est important. En Sicile, il y a une base de l'OTAN. Est-ce que ce serait lié à la base de l'OTAN, en l'occurrence, ce site ARP en Sicile? Comme par hasard, on en revient à parler de l'OTAN. C'est vrai que c'est une drôle, si on peut dire comme ça, de coïncidence. Alors, je n'ai pas eu cette information-là, donc je vais, une fois de plus, comme je n'ai pas envie de dire de bêtises, je ne sais pas.
Mais peut-être, ce serait pas incohérent. Alors, en l'occurrence, j'affiche à l'écran donc le livre qui s'appelle La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac. C'est le sujet où ça fait partie d'un des sujets justement de traiter dans le cadre de ce livre, le projet ARP. Alors, c'est un des sujets. Effectivement, dans la guerre secrète contre les peuples, elle parle du transhumanisme, de stratégies de manipulation. Elle parle des épandages, les chemtrails, les chemical trails, les deux scandales. Alors, pas les scandales sanitaires, ça c'est un autre livre d'elle. Voilà. Donc, elle parle quand même de plusieurs choses dans ce livre. C'est qu'une partie du livre, hein, projet ARP. J'ai une personne qui a levé la main, je ne l'avais pas remarqué avant, excusez-moi. BCH, avec tout un tas de petits pictos là. BCH, si tu veux, tu peux prendre la parole, vas-y. Oui, merci. Bonsoir à tous. Oui, j'avais une question par rapport à l'effet sur. Bonsoir. J'avais une question sur l'effet sur le cerveau. Est-ce que l'effet obtenu est l'effet désiré ou est-ce qu'au contraire, on ne sait pas forcément à l'avance quel effet ça va avoir sur le cerveau? Alors non, en fonction de la fréquence, ils ont la technologie pour induire soit un état d'apathie. Donc par exemple, s'ils veulent par exemple annihiler des manifestants qui vont manifester contre le port d'armes à feu, etc., ils peuvent donc à distance induire l'apathie et les rendre soit dépressifs, donc plus envie d'aller manifester ou de retourner manifester, soit plein d'amour, mais bon, ça ne les intéresse pas trop, soit dans une hyper-excitabilité, donc ce qui pourrait donner par exemple des cas de tuerie, comme en Finlande, c'était dans une école. Ça peut induire différentes émotions chez l'humain, mais c'est voulu à l'avance. C'est-à-dire, pour telle fréquence, telle émotion, c'est telle fréquence, telle autre émotion, c'est telle autre fréquence. Donc, il faudrait hacker le système pour envoyer de l'amour sur la planète à tout le monde. Finalement, il faudrait avoir une bonne équipe de hackers. Ah bah, écoutez, ça, c'est idéal. Ce serait... Avis à ceux qui nous écoutent, s'il y a des hackers qui nous écoutent, voilà une idée. Allez hacker ARP, pourquoi pas. Ouais, c'est vraiment un outil de manipulation de masse, du coup. Mais ça pourrait aussi avoir des effets sur les nanoparticules de graphène, finalement. Ah, tout à fait, bien sûr. De toute façon, nous sommes des êtres, comme disait Nikola Tesla, électromagnétiques avant d'être des êtres chimiques. Donc, nous sommes pas que, mais nous sommes principalement ça. Donc, tout est une histoire de fréquences. D'ailleurs, ces fréquences, donc qui peuvent être des fréquences très basses ou extrêmement basses, peuvent aussi avoir la capacité de provoquer des ruptures d'anévrisme ou des arrêts cardiaques juste avec une projection de fréquences, grâce à leur grande puissance d'émission, à leur fréquence. Donc, ils peuvent provoquer ça. Donc, ils peuvent provoquer le cancer à distance. Et, alors, ça peut prendre du temps, par contre. De tout ce que j'ai lu, c'est que ça peut effectivement prendre 1 an ou 2 ans avant de donner, on va dire, le cancer chez quelqu'un à distance, si c'est une personne spécifique. Mais il y a aussi ça, cancer, rupture d'anévrisme, arrêt cardiaque, changement d'émotion chez les citoyens, chez les humains, mais même aussi changer le pH sanguin, l'activité donc bioélectrique du cerveau. Voilà. C'est pour ça que nous avons, nous, nos petites formules magiques. Nous avons nos systèmes de protection, parce qu'on fait pas mal, justement, on organise pas mal de live aussi sur les méditations et autres joyeusetés. Et on a des protocoles de protection qu'on utilise qui peuvent nous aider justement à nous protéger contre ça. Donc, n'ayez pas peur, ne prenez pas peur si on parle de ces sujets-là. Et sachez que les codes pléiadiens, justement, que nous utilisons, les commandes 1221 et compagnie, peuvent vous aider justement à contrer. Si un jour vous vous sentez attaqué par une arme à énergie dirigée ou quelque chose dans le genre, vous pouvez utiliser ces codes pléiadiens pour les contrer. Sachez-le, n'ayez pas peur. Nous avons aussi des outils à notre disposition pour lutter contre cela. Voilà, je voulais juste le préciser.
Tu peux continuer. Oui, tout à fait. Alors, ce que je peux dire sur HARP également, c'est que donc l'ancienne conseillère scientifique du président Jimmy Carter à l'époque aux États-Unis, Rosalie Bertell, donc elle a été conseillère scientifique du président Carter, mais pour les technologies de défense au cours des années 70. Elle a dirigé de nombreuses commissions internationales. Et d'ailleurs, en 2005, elle a été sélectionnée parmi les 1000 femmes de paix pour le prix Nobel. Bon. Elle compare le projet HARP à un four gigantesque qui peut entraîner une déchirure dans l'ionosphère et générer non seulement des trous dans l'ionosphère, mais des grandes entailles dans la couche protectrice qui empêchent les radiations mortelles de bombarder notre planète. Donc pour elle, la question ne se pose pas, ce sont les militaires qui ont détérioré le climat et la couche d'ozone. Voilà. Donc pour moi, c'est important quand même de le souligner. Et ce n'est pas forcément ce qu'on peut prétendre concernant. Je ne dis pas que le diesel ne pollue pas, etc. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que ce qui a drastiquement changé l'atmosphère, le climat, l'équilibre au niveau des vivants, c'est quand même toutes ces expérimentations militaires, notamment à travers HARP. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à avoir émis cela, puisque d'autres ont partagé son avis. Il y a eu environ une petite centaine de députés russes qui ont signé une motion contre le projet HARP. Donc voilà, des députés russes. Il y a le député du Parlement européen aussi, qui ont été préoccupés par le développement de ce projet. Et fin des années 90, ils ont proposé... c'était le 14 janvier 1999 que le comité présenta au Parlement européen une motion de résolution en considérant que la recherche militaire porte sur la manipulation de l'environnement à des fins militaires et ce en dépit des conventions existantes, et considère que HARP, en vertu de son impact étendu sur l'environnement, constitue quand même une préoccupation mondiale. Et il demande que ces implications légales, écologiques, éthiques soient évaluées par un organe international indépendant. Et ils ont demandé à ce qu'il soit établi un accord international visant à interdire au niveau global tout projet de recherche et de développement, tant militaire que civil, qui cherche à appliquer des processus du fonctionnement du cerveau humain dans des domaines chimiques, électriques, des ondes sonores ou autres, au développement d'armes qui pourraient ouvrir la porte en fait à toute forme de manipulation sur l'homme. Donc ça j'ai même le numéro de la motion de résolution, hein, donc c'est vraiment sourcé ce que je vous dis, ça ne tourne pas de... Voilà. Et donc, malheureusement, les Américains ont rejeté la requête en indiquant que, de toute façon, la Commission européenne ne disposait pas de la juridiction nécessaire lui permettant de s'immiscer dans les liens entre l'environnement et la défense. Et depuis cette commission, donc fin des années 90, cette commission est restée muette, sourde à cette histoire de HARP, parce que, avant tout, elle est soucieuse d'éviter tout conflit avec Washington. C'est important parce qu'il y a beaucoup, évidemment, des causes politiques qui font que, finalement, comme voilà, très souvent, les gens sont muselés, même s'il y a des mouvements comme ça, il y a quand même, comme là, dans ce cas-là, la peur du conflit avec les États-Unis, quoi. Donc là, on parle de députés européens. Hein. Voilà. Parallèlement à cela, excusez-moi, on peut penser que raisonnablement, pour s'approprier correctement cette technologie et la maîtriser, ils ont procédé à des essais grandeur réelle sur ces 20 dernières années, finalement. Ah ben, même depuis plus longtemps que ça, hein, mais parce que HARP, ça a été à peu près dans les années 1900, enfin quand ça a commencé, oui, ça fait un siècle, hein, oui, ça fait un siècle, puisqu'ils ont repris la technologie de HARP, enfin de Nikola Tesla, pardon, qui lui est décédé en 1943.
Donc, je crois que c'est 10-15 ans après que ça a commencé à être créé la première antenne HARP en Alaska. Ah. Mais de toute façon, sans même parler de HARP, déjà après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'expérimentations. J'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent le savent, par la CIA sur des technologies de manipulation du cerveau et de contrôle à distance du cerveau humain. C'est-à-dire, il y a eu le projet Artichoke de 1951-53 qui a été repris, enfin qui a été poursuivi sous forme du projet MK-Ultra qui a, on va dire, existé de 1953 à 1973, donc pendant quand même quasiment 20 ans. Et à un moment, il y a eu des commissions, enfin une enquête sénatoriale. Et en fait, comment dirais-je, l'ancien directeur de la CIA, puisque c'est la CIA qui a utilisé des cobayes humains. Donc, qui étaient ces cobayes humains? Donc là, je pourrais essayer de répondre à ça. C'était principalement, il y a eu 7-8 000 soldats qui ont été concernés, qui étaient des cobayes. Il y avait des prostituées, des orphelins, des détenus sur lesquels ils ont mené beaucoup d'expérimentations avec des prises de drogue, de LSD, mais aussi de contrôle à distance, c'est-à-dire qu'ils plaçaient des électrodes dans le cerveau de ces personnes, de ces cobayes, et via un transmetteur, ils les activaient à distance. Et quand à un moment, il y a eu justement des dossiers qui ont été déclassifiés de ce projet MK-Ultra, donc à peu près justement au moment de l'arrêt de ce programme, Richard Helms, l'ancien directeur de la CIA à l'époque, a été donc en audience dans une commission sénatoriale et il a avoué officiellement, oui, nous avons la technologie, et là je parle, on est en 1973, hein, donc c'était pas il y a 2 ans, nous avons la technologie de contrôler à distance via un transmetteur et une électrode dans le cerveau et de faire commettre à ces cobayes, il le dit, des assassinats. Donc déjà, sans même HARP, ils ont la technologie autrement. Mais sauf que là, c'est beaucoup plus poussé puisque il n'y a pas besoin de placer des électrodes dans le cerveau puisque ce sont des fréquences bien spécifiques pour induire telle ou telle émotion. Mais ces fréquences-là, ils sont capables de créer en fait 2 personnalités en un seul humain, enfin, comment dire, en un seul esprit. Donc, il y a l'agent. Alors, je sais que ça fait science-fiction. Alors, ça ne l'est pas, malheureusement, puisque le président Bill Clinton a fait quand même des excuses publiques aux familles victimes de ces expérimentations. Alors, je ne sais plus la date, mais c'était en 1993, en octobre 93. Boum, 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 il faut que je retrouve. Il a fait des excuses publiques. Oui, il a fait des excuses publiques, mais néanmoins, les expérimentations ont continué sous le manteau. Tout à fait. Ah, tout à fait. Et ce sont même, on va dire, peaufinés, mais là, plutôt via HARP, en fait. Puisque on ne peut pas faire mieux comme technologie pour ce genre de choses. Alors, est-ce que tu as travaillé, Elisabeth, sur le livre d'Alexandre Le Breton, justement, sur le contrôle mental et la dissociation? Non, justement, mais ça m'intéresse. Donc, je compte m'en occuper. Bon, c'est un livre un peu lourd, hein, un peu lourd à gérer. Moi, Alexandre Le Breton, c'est vraiment une référence très, très importante dans la communauté francophone, justement sur le contrôle mental et sur la dissociation. Quand tu parlais de plusieurs personnalités, justement, dans une personne, en fait, c'est ça, c'est le concept de dissociation. C'est ce qu'on appelle le candidat Mandchou dans le vocabulaire un petit peu technique. C'est-à-dire que vous formez un tueur, je dirais, parfait. C'est-à-dire que en fait, ce tueur parfait, c'est quelqu'un qui va accomplir sa mission de, par exemple, de tuer quelqu'un, mais qui va le faire justement sans en avoir conscience lui-même, parce qu'à un moment donné, on va activer sa personnalité tueur et après on va la désactiver. Il va redevenir une personne comme tout le monde. Donc c'est une espèce on l'a fait aussi effectivement sur les soldats. En tout cas, voilà, tous ces sujets-là sont abordés, plus le sujet de la franc-maçonnerie. Tiens, là, il y a un gros sujet aussi à couvrir, qui est le sujet de la franc-maçonnerie, mais très sensible, et qui est aussi beaucoup abordé dans le livre d'Alexandre Le Breton, un livre
vraiment très difficile à lire parce qu'il parle des abus sexuels sur les enfants, etc. Mais franchement, il y a pas beaucoup de gens qui ont le temps de lire ce livre-là. Moi, si je devais t'en soumettre un, clairement, je te soumettrais ce livre-là. Il y a vraiment un dossier à faire justement là-dessus. Et d'ailleurs, ce livre-là, il est parti un petit peu d'un travail comme toi, tu as fait au début. C'est-à-dire, c'était un article qui visait à parler justement, alors, il a été fait pour une revue. Alexandre Le Breton avait fait un article pour une revue. Et puis finalement, de fil en aiguille, c'est devenu un bouquin de 400 pages. Donc voilà. Mais ça parle de ces sujets-là. C'est justement ce que, c'est dans mes projets. Je voulais synthétiser comme je peux les nombreux projets de manipulation sur les humains, parce qu'il y en a plein, parce que là j'ai parlé de MK Ultra et Artichoke, mais il y a aussi MK Delta, Sleeping Beauty, Pandora, Bluebird et Monarch, justement, qui est le pire, je pense, de ces programmes, le projet Monarch. Donc tout ça, je compte en faire une revue et synthétiser tous ces programmes secrets, quoi. Mais pas tant j'ai déjà toutes les vidéos. J'ai déjà toutes les vidéos qui vont bien, qui pourront accompagner ton travail sur le site Lève le voile. Il y a toute une rubrique entièrement dédiée justement au mind control et à la dissociation. Oui, mais c'est vrai que la dissociation, comment dirais-je, je pense que tu as dû le voir, c'est-à-dire que l'agent, il est dormant, donc il y a deux personnes en une, on va dire, deux entités bien distinctes dans le même corps, et donc la personne, elle est programmée pour être un super espion, pouvant opérer, par exemple, dans un pays étranger sans être détecté. Et s'il se fait capturer, il n'a aucun souvenir de l'autre, de son second moi. Et puis, s'il ne se fait pas capturer et qu'il rentre, par exemple, aux États-Unis, on peut réactiver, ils peuvent réactiver, en fait, pour qu'ils donnent toutes les infos collectées. Donc ça, c'est ça l'histoire des deux entités bien distinctes pour fabriquer des super espions qui sont des agents dormants et qui les réveillent à distance, en fait. Tout à fait. Alors, je vois que le temps passe. Ça fait déjà 1h15 que nous sommes ensemble. Ah oui. Je sais que vous voulez couvrir encore le sujet justement de la dette. Alors, on peut prendre encore une question éventuellement, si parmi nos auditeurs, donc vous avez une question ou une remarque par rapport à tout ce qui vient d'être dit sur Nikola Tesla, HAARP, le contrôle mental à travers les ondes. Ce sont des sujets assez lourds, j'en conviens. Peut-être vous attendiez-vous à avoir des sujets plus légers ce soir, mais voilà, on peut éventuellement prendre encore une question et puis si aucune main ne se lève, alors il y a Bia qui souhaiterait parler. Vas-y, tu peux activer ton micro et puis après on passera au sujet de la dette justement parce que le temps passe. Vas-y Bia, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. Je voulais vous dire bonsoir et un grand merci. C'est extrêmement intéressant. J'adore tout ça. Enfin, j'adore. Non, mais je comprends très bien tout ça. Ce que je voulais vous savoir, c'est les chemtrails sont-ils dans les mains d'humains dignes de sentiments ou effectivement ils sont utilisés, ce sont des espèces d'humanoïdes avec double personnalité, etc. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En fait, je crois, je reformule à ma façon peut-être, c'est-à-dire que comme c'est des gens finalement qui agissent contre nous, on se dit ils sont forcément manipulés d'une façon ou d'une autre. Sinon, comment pourraient-ils répandre des produits chimiques pour pouvoir nous détruire quelque part ou nous influencer s'ils avaient un soupçon d'âme humaine, quoi? Oui, souvent des amis me demandent, mais enfin alors les chemtrails, ce sont des gens, ils vont vraiment avoir un retour de bâton. Et je dis, si ce sont des gens, qui ont des émotions, une famille, etc. Ou alors ils sont totalement manipulés, robotisés, ou bien même élevés je sais pas. Mais c'est cohérent ce que vous dites, c'est tout à fait effectivement fort probable que ces personnes qui sont complices
font partie quelque part de ces agents dormants. Hein. Ça me paraît pas du tout incohérent, ouais. Alors après, j'ai rien lu dessus, donc je vais pas dire c'est ça. Voilà, mais effectivement, ça me paraît logique. Sinon, ça me paraît compliqué pour un humain de pouvoir procéder à des meurtres de millions d'humains sur Terre à petit feu, plus ou moins à petit feu. Je serais assez étonnée que sans une forme d'implantation, soit énergétique, soit sous forme d'électrode, ça me paraît difficile qu'ils puissent faire ça autrement, ouais. Oui. Après, il y a les mécanismes classiques dans le monde militaire, justement, c'est de vous savez juste ce que vous avez besoin de savoir pour accomplir votre mission. Donc, en l'occurrence, on vous dit pas ce qu'il y a dans les citernes, on vous dit pas quels produits chimiques vous épandez, on vous dit que vous faites de la géo-ingénierie pour limiter le réchauffement climatique et comme ça, vous avez la conscience tranquille. C'est ce qu'on pourrait dire à un pilote d'avion, en l'occurrence, qui répand des chemtrails. Moi, je doute qu'on en soit encore à ça. Je pense franchement qu'on est passé. Les gens qui pilotent ces avions et toutes sortes de choses de ce genre pour nous anéantir, mais ils ne nous anéantiront pas. Je pense que c'est bien au-delà d'un simple humain. Je pense franchement que c'est déjà des espèces de robots voilà. Très bien. Eh bien, écoute, merci pour merci pour ce point de vue. Oui, mais non, mais pourquoi pas. On a Eternity qui demande la parole aussi, Hervé. Oui, eh ben Eternity, tu peux activer ton micro. Vas-y, à toi la parole. Tu dois à nouveau appuyer sur ton micro pour l'activer. Oui, bonsoir. Bonsoir. Concernant la manipulation, justement, si vous dites que les fréquences envoyées permettent de comment dirais-je, interférer sur nos fréquences à nous, est-ce que le fait voilà, de chercher à élever nos vibrations par différentes méthodes, hein, la méditation, la prière, voilà, plein de choses, est-ce que justement, ils peuvent avoir des difficultés à nous impacter du fait qu'on élève nos fréquences, étant donné qu'on dit que tout est fréquence? Voilà ma question. Très bonne question. Alors, Elisabeth, David, qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que tu veux répondre, David? Non, vas-y. Non. Alors, moi, je suis persuadée que oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans nos revues, mais nous sommes des méditants, voilà, avec des sons binauraux, etc. Bon, depuis plusieurs années maintenant. Et effectivement, le fait d'augmenter son taux vibratoire et de faire aussi la méthode, ce qu'on appelle vélo, je pense que vous devez connaître, VELO, c'est une extrêmement bonne façon de se prémunir de ça. Mais nous ne sommes pas… Dis-nous quelle est la méthode vélo. Dis-nous quelle est la méthode vélo. Je ne connais pas la méthode vélo. La méthode vélo, c'est donc faire circuler son énergie. Donc, c'est un peu comme prendre une douche vibratoire, comme quand on prend une douche voilà, hein, sur notre corps physique. Et bien là, c'est une douche énergétique en faisant circuler son énergie de haut en bas de manière verticale uniquement, très important, et de la sentir circuler, parce qu'au début, c'est un peu difficile quand on commence, c'est normal. Et petit à petit, à force, on sent son énergie circuler de haut en bas, donc sans arrêt, de bas en haut, de haut en bas. Surtout, il ne faut pas que ça dépasse, on va dire, il faut vraiment que ça reste à l'intérieur du corps physique, donc jusqu'au bout de ses pieds, jusqu'en haut de sa tête, jusqu'au bout de ses pieds, voilà, comme ça. Il faut que ça circule, il faut que l'énergie circule. Et ça permet qu'elle soit plus fluide et donc et ça fait monter le taux vibratoire de manière c'est très efficace. Alors, qu'en pense notre veilleuse des énergies, Sandrine, si tu es là, en fait, on fait de la méthode vélo finalement sans le savoir. Hein. C'est comme Monsieur Jourdan qui fait de la prose sans le savoir. Qu'en penses-tu, Sandrine, si tu es proche du micro? Oui, tout à fait. Ben, j'approuve à 3000%, bien entendu, hein, puisque nous le pratiquons aussi sur le groupe. Alors moi, je ne le fais pas remonter en fait en circulation haut et bas et bas en haut,
Je fais juste descendre, mais comme nous faisons énormément de méditation avec ancrage aussi, qui est très, très, très fort justement, en petit nettoyage énergétique, j'invite surtout, oui, à la douche psychique. Donc, une pluie de flammes violettes ou de ce que l'on veut en fait, de rose, de doré, de blanc intense. Voilà ce que l'on fait sur le groupe, ouais, effectivement. Donc c'est bien. La méthode vélo, effectivement, elle est parfaite. Voilà, tout à fait. VELO, comme un vélo. Très bien. Et qui a-t-il, qui est l'inventeur de cette dénomination de vélo, en fait, en l'occurrence, d'où ça vient? Très bonne question, je ne sais pas. D'accord. Bon, bah alors pour un futur dossier. Là, je ne sais pas. Mais je sais que, voilà, connaissant des méditants très, très, voilà, qui sont de grands méditants, ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ça et je m'y suis mise, et David également, il y a quelques années. C'est très, très efficace. D'ailleurs, j'en ai fait hier soir. Il a fait la méthode vélo hier soir, dit-il. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Oui, oui, on l'entend bien, mais je pense que parmi les auditeurs, vous avez des méditants chevronnés également, qui n'utilisent pas forcément le terme de méthode vélo, mais qui le font quotidiennement. N'en doutez pas. Ah, bah, c'est tant mieux, tant mieux. Alors, est-ce qu'on passe maintenant à la dette finalement? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien sûr. Ouais. À toi, David. Alors, allons-y. Parlons de la dette. Alors, je sais que vous avez un visuel. Est-ce que vous souhaitez que je l'affiche dès maintenant? Oui, oui, je veux bien, oui. Hop, le voilà. Donc là, on change totalement de sujet. Donc, c'est une autre sorte de sujet qu'on traite un petit peu sur le site web, qui peut être aussi des problématiques un petit peu financières. Et là, il nous a fait trouver un petit peu important d'expliquer cette histoire de dette et d'intérêt de la dette, parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet, surtout en ces temps d'élection. Il y a des courants politiques qui vont vous dire « Non, non, la dette, elle n'existe pas ». Il y en a d'autres qui vont vous dire « C'est à cause uniquement de la dette que le pays est endetté, donc il faut se serrer la ceinture ». Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que tout ça, c'est faux. En fait, il y a une partie de vérité, mais personne n'a vraiment raison. Alors, ce qu'il faut savoir, dans cette histoire de dette en France, on s'est vraiment concentré sur la France parce que c'est un sujet qui est complexe et large. C'est que dans les années 60, dans les 70, la France avait très peu de dettes à l'époque. Elle avait 48 milliards d'euros de dettes. Mais c'était… en fait, la France a toujours eu de la dette, historiquement, mais elle arrivait à rembourser cette dette. Elle arrivait à rembourser cette dette parce qu'elle avait des comptes à l'équilibre et qu'elle se servait, je vais essayer d'expliquer de façon assez simple quand même, de la Banque de France, qui a été créée par Napoléon en 1800 et est rendue publique par De Gaulle en 1946, justement pour créer de la monnaie nécessaire au remboursement de cette dette. Ça, c'était un petit peu… Donc, donc, la Banque de France a été créée pour traiter le surendettement à la base de l'après-guerre, de la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, etc., et des conflits également antérieurs. Donc, il y a toujours eu de la dette, mais jusqu'à cette date, elle avait cette faculté de rembourser cette dette parce que les comptes étaient positifs. Quelques années plus tard, en 1973, est votée une loi, donc à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing. Pompidou était président à l'époque. Alors, ce qui est intéressant quand même de rappeler, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? C'était que Pompidou était directeur général de la banque Rothschild à l'époque. Bien évidemment, une coïncidence. Donc, ils ont fait voter cette loi 73-7 qui interdit l'État à emprunter à la Banque de France. Donc, la Banque de France était là pour traiter uniquement, gérer le trésor, l'or en grosse partie. Donc, l'État s'est retrouvé à emprunter aux banques privées à des taux qui pouvaient fluctuer de 1 à 7%. Et le plus connu de cet emprunt, comme vous pouvez le voir sur le slide, en 73, c'est ce qu'on a appelé le fameux emprunt Giscard, qui peut paraître faible par rapport au montant Bissau qui existe aujourd'hui, 6 milliards de francs, mais au final, ils ont remboursé 80 milliards de francs. Alors, vous allez dire, c'est pas possible. Même à un taux à 6%, on ne peut pas rembourser 8 fois le prix de l'emprunt.
c'est que cet emprunt, qui a été une énorme bêtise, était indexé à l'époque sur le cours de l'or. L'or Mais non, montait, montait. j'ai envie de me mettre dans la peau d'Étienne Chouard. Mais non, ce n'était pas une énorme bêtise. C'était quelque chose d'absolument génial pour servir les banquiers privés, puisque le but était de transférer les richesses vers les banquiers privés. Donc, c'était absolument génial. Une réussite, comme le dit Étienne Chouard. C'est ce que je vais te présenter un petit peu tout à l'heure, parce que ça, il y a beaucoup d'amalgames. En fait, il y a un transfert d'argent. Donc, la dette aujourd'hui en France, donc quand il y a certains individus politiques qui nous disent « Non, la dette, faut pas écouter, c'est du bullshit ». Non, c'est pas vrai. La dette coûte 30 milliards d'euros par an aux contribuables. Il faut savoir que la dette française allait remboursée en majeure partie par l'impôt sur le revenu. Donc, ça fait 5 ans quand même que le barème de l'impôt est gelé. Donc, l'inflation qu'on a à 4% depuis plusieurs années, bien évidemment, viennent augmenter les recettes fiscales. Et alors, excuse-moi d'achat. Oui. Excuse-moi de te couper, David, mais du coup, là, j'ai la vidéo, mais je pense que vous devez la voir aussi, d'Étienne Chouard, qui vous dit, vous vous imaginez peut-être que votre impôt sur les revenus est là pour payer les écoles, pour payer les routes, les hôpitaux. Non, non, pas du tout. On prend toute la somme de l'impôt sur le revenu payé par l'ensemble des Français et elle sert intégralement à ne payer que les intérêts de la dette. Donc, ôtez-vous l'idée de l'esprit comme quoi votre impôt sur le revenu sert à payer les hôpitaux et les routes. Vous l'avez, cette vidéo, n'est-ce pas? Oui. Oui, je sais plus, moi. Non, ça me... Enfin, je vois cette vidéo, mais est-ce que je l'ai publiée ? C'est une vidéo qu'on a consultée. Ça, c'est sûr, mais je me demande si… Non, c'est une autre qu'on a publiée récemment d'Étienne Chouard, mais qui dit à peu près pas tout à fait ça, mais c'est en partie ça, oui. Non, mais c'est un pédagogue extraordinaire, Étienne Chouard. J'ai repris pas mal de ses vidéos sur Lève le voile, justement. Enfin, voilà, excuse-moi pour l'interruption. Ah, il n'y a pas de souci. Il est top. J'en profite juste 3 petites secondes pour boire un petit peu d'eau, excusez-moi. Il boit un petit peu d'eau. Pour ceux qui, pendant qu'il boit un petit peu d'eau, pour ceux qui ne connaissent pas Étienne Chouard, d'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé avec Étienne Chouard. Au cas où vous ne le sauriez pas, Étienne Chouard, en fait, prenait beaucoup trop d'importance dans les médias alternatifs. Et donc, il y a eu un projet qui s'est mis en place, notamment à travers les frères à Enthoven, pour pouvoir justement discréditer Étienne Chouard. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, puisque à une émission, ils ont réussi à lui arracher des paroles comme quoi il ne savait pas trop ce qui s'était passé pendant la Shoah, et du coup on en a fait un négationniste de la Shoah, et à partir de ce moment-là, ça a été justement la possibilité pour tous les médias, y compris d'ailleurs les médias alternatifs infiltrés, de ne plus accepter sur les plateaux Étienne Chouard était devenu persona non grata. Donc il y a eu un complot pour pouvoir casser et détruire Étienne Chouard, tellement son message était puissant justement par rapport à sa pédagogie sur tous ces aspects de la dette, de la Constitution, de la souveraineté du peuple, etc. Donc voilà, j'ai fini ma parenthèse. Je pense que le verre d'eau est bu. Il est bu, exact. Mais c'est vrai que ce sont des techniques qu'ils utilisent toujours, soit l'extrême droite, soit les négationnistes. Enfin, c'est toujours les mêmes procédés. Hein. Absolument. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'intérêt de la dette coûte 30 milliards d'euros par an sur un déficit de 170 milliards. Donc, tous les hommes politiques, peu importe leur parti, pas là pour ça, qui nous disent que l'intérêt de la dette, c'est le seul facteur d'endettement de la France aujourd'hui, c'est totalement faux. Et ceux qui nous disent que la dette n'existe pas, c'est également faux aussi. Il y a quand même un problème de gestion. D'ailleurs, c'est un sujet que je compte faire quelque chose un petit peu. On en avait parlé sur pourquoi la France crée des déficits depuis 1960, depuis les années 70. Un sujet qui peut être très excuse-moi, tu as dit, il y a des gens qui disent que la dette n'existe pas, mais vraiment, il y a vraiment… Il y a des courants politiques qui nous disent qu'en fait, cette dette, elle est factice. Elle n'est pas vraiment réelle, et elle ne pèse pas. C'est des arts. Moi, je m'abstiendrai de dire quel parti politique, parce qu'on se rentre ce débat comme à politique. Mais il y en a effectivement qui nous disent c'est un argument politique de s'accaparer la dette pour faire comprendre aux Français qu'il faut se serrer la ceinture et payer des impôts.
c'est pas faux dans un sens, mais c'est pas totalement vrai non plus. D'accord. Donc, si tu peux diffuser le deuxième slide, justement, ça va répondre un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Le voilà. Ah. Non, vous ne le voyez pas encore. Ça y est, ça y est. Donc, la dette de la France aujourd'hui, elle est de 2 834 milliards d'euros. Depuis les années 75, on a payé 176 milliards d'euros d'intérêts sur la dette. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ces intérêts, on aurait un endettement aujourd'hui qui serait 40% moins élevé. C'est énorme. Et donc, on se rend compte quand même, quand on regarde un petit peu ce slide, alors c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de mal à créer parce que les informations sur qui détient la dette française sont très difficiles à trouver. On arrive assez facilement à trouver qui détient la dette des résidents. Alors, ce qu'on appelle les résidents, c'est principalement les fonds privés, les fonds privés français, français principalement. Et les non-résidents, c'est là que c'est très opaque. Après moult recherches, on a réussi à reconstituer quelque chose. Et on se rend compte de quoi dans ce slide? C'est que la Banque centrale européenne et les autres banques centrales détiennent en tout et pour tout 36% de la dette. Ça veut dire que 74% de la dette est détenue par des fonds privés, à proprement parler, des fonds d'investissement, des banques, des compagnies d'assurance. Donc, bien évidemment que l'argent de ces intérêts est absorbé. Donc, si on veut faire court dans cette analyse, on se rend compte que l'impôt payé par les Français est absorbé directement à un système financier d'ordre privé. Donc, bien évidemment que cette dette, elle existe, de facto, elle existe, et elle est bénéfique au système financier en place à l'heure actuelle. Alors, je vais faire une petite parenthèse complètement ésotérique. Veuillez m'en excuser par avance. Donc, je parlais tout à l'heure du fait qu'effectivement, la dette est un mécanisme finalement pour siphonner énergétiquement les populations. Mais en réalité, il y a des théories qui disent que justement, ces quantités astronomiques d'argent qui sont transférées via ces entreprises privées, ces banques privées, elles ont été utilisées notamment pour financer ces fameux programmes spatiaux secrets qui ont demandé justement des investissements colossaux et voilà, des programmes spatiaux secrets. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, David et Elisabeth, mais en l'occurrence, nous, dans notre vision du monde et dans notre système de croyance, on va dire ça comme ça, en l'occurrence, on n'a pas abandonné la conquête spatiale après la mission Apollon 11, mais il y a eu plein de choses qui se sont développées derrière le rideau et en l'occurrence, de nombreux programmes spatiaux secrets qui ont drainé une quantité massive justement de richesses pour pouvoir être réalisés. Voilà, fin de la parenthèse ésotérique. Veuillez m'en excuser. Il n'y a pas de souci. Pas du tout. Nous sommes d'accord et avec ça. Je pourrais aborder d'autres sujets, je ne sais pas si ça vous intéresse, plus sur des aspects inflationnistes. Alors, c'est pas trop rentrer dans les détails. Voilà, c'est des domaines un peu plus techniques. Bon, après, vous pouvez consulter nos revues à ce sujet. Mais pas... Alors, moi j'aurais envie justement de vous poser la question, mais au fait, depuis le début de la crise du Covid, qui a été un énorme créateur de dettes? Vous savez, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Nous allons distribuer de l'argent généreusement à tous les gens qui ne peuvent pas travailler. Le fameux « quoi qu'il en coûte ». Qui a fait cela? Ah, ça a coupé. Non, ça a vraiment coupé? Ah, j'ai une micro-coupure, excusez-moi. Ah. Non, je disais, vous savez, pendant la crise de Covid, on a distribué de l'argent à gogo et on a créé une somme astronomique de dettes. Qui est à l'origine de la création de cette dette? Emmanuel Macron. Et donc, Emmanuel, d'où vient Emmanuel Macron? On parlait de qui? De Georges Pompidou tout à l'heure, je crois. Oui, d'où vient? Rothschild. Bien évidemment. Ah, mais finalement, c'est génial, finalement. Distribuer de l'argent
à la population sous prétexte donc de pandémie. C'est faire croire aux gens que l'on est généreux avec eux pour les aider, mais en réalité, ça permet de transférer de l'énergie et des richesses, encore une fois, vers les banquiers privés. Bingo, on a compris. Et vers aussi les grands industriels, dont je dirais les noms, français, qui ont bien profité effectivement par toutes les aides qui ont été octroyées. D'une, ça a permis de maintenir à flot des grosses entreprises, pas un peu de petites quand même, faut aussi l'admettre, mais surtout les mastodontes, les multinationales, qui ont pu maintenir un petit peu leurs capitaux à flot, et en enrichissant bien évidemment le système financier, où il va falloir effectivement rembourser une partie de cette dette, parce qu'une infime partie de l'argent a été prêtée par la BCE au final. Alors, on a un auditeur insatisfait. Vous savez, il y a toujours des schtroumpfs grognons qui se promènent à droite à gauche et qui prétend que vous pourriez être de l'opposition contrôlée. Alors, démontrez-moi, Revue Citoyenne, que vous n'êtes pas de l'opposition contrôlée, ou ne le démontrez pas, sachant que c'est juste un schtroumpf grognon qui s'est exprimé là-dessus. En tout cas, moi, je suis convaincu que vous n'êtes pas de l'opposition. Parce que le problème, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde peut l'être. Tout le monde peut l'être. Après, moi, j'ai envie de dire qu'idéalement, j'aurais d'autres choses à faire que de passer tous mes week-ends et mes soirées à faire ça pour essayer d'éveiller les gens. Pour ma part, je donne beaucoup moins de temps à mon entourage, à moi-même, à la détente et à d'autres choses. C'est c'est mathématique, le temps ne peut pas se démultiplier, en tout cas sur Terre. Donc, voilà, ça me coûte, moi, pour ma part, et j'imagine pour David aussi, bien sûr, que ça nous coûte de faire ça, quoi. Mais prouver, comment voulez-vous le prouver? Moi, je veux bien qu'on me pose des questions précises et je répondrai du tac au tac. Moi, j'ai envie de dire, et c'est le discours qu'on tient habituellement, c'est faites travailler votre discernement. Ne ressentez-vous pas l'énergie de ces deux personnes, Elisabeth et David, avec nous ce soir? Comment pouvez-vous imaginer, avec l'énergie qu'ils diffusent et le travail qu'ils font, qu'ils puissent faire partie de l'opposition contrôlée? Vous devez avant tout travailler votre discernement si vous êtes dans cette croyance. Voilà, moi la réponse que je pourrais faire. En tout cas, merci après, à vous moi, toutes ces années… Ah, pardon, je vous ai coupé. Non, vas-y, Elisabeth. Non, c'est parce que du coup, je rebondis encore. C'est que ça fait des années que, pour ma part, je me sens extrêmement impactée par ce que les humains vivent depuis… Je parle même des gilets jaunes, pas que la période du Covid. Et ça fait des années que je m'évertue à essayer d'ouvrir les yeux aux gens autour de moi pour qu'ils puissent être armés pour contester. Voilà. Et c'est vrai qu'en ayant vu que ce n'était pas si facile, ayant identifié que le problème était beaucoup un manque de connaissances, et je dis ça pas du tout de façon présomptueuse parce que j'étais pareil avant, toutes ces dernières années où j'étais plutôt légère dans ma tête, et je me suis dit il faut que j'ai identifié le souci, il faut que j'aide les gens à comprendre et à leur donner de la consistance pour qu'ils comprennent ce qui se passe et pour pouvoir, c'est ce que je disais au début, prendre leur autonomie intellectuelle. C'est le plus important. Il faut que les gens puissent sortir des sentiers battus. Et peut-être aussi prendre des décisions personnelles pour eux-mêmes améliorer leurs conditions de vie éventuellement. C'est une approche humaine également. Donc voilà. Alors, on arrive à presque 1h45 d'émission. J'invite du coup nos auditeurs peut-être à poser une question ou à intervenir là justement par rapport à ce dernier sujet de la dette. Qu'en pensez-vous? Pensiez-vous vraiment que la dette n'était qu'une histoire de gros sous? Cela ne cache-t-il pas effectivement des mécaniques énergétiques subtiles? Vous qui avez connaissance de ce grand reset, donc allez-y, intervenez, profitez des dernières minutes enregistrées avec nos invités
Et puis alors, je ne sais pas si on vous a dit, David, Elisabeth, mais on a l'habitude de faire un petit after après l'émission. Alors l'after, c'est quoi? C'est une séquence non enregistrée. Parce qu'on sait qu'il y a des gens timides parmi nos auditeurs qui n'ont pas forcément que leur voix parte dans une vidéo sur YouTube. Ils n'osent pas forcément poser leurs questions et les langues peuvent se délier différemment justement après. Donc voilà, on a un after et on fera sans doute un petit after si vous pouvez rester un petit peu éventuellement après la fin de la séquence enregistrée. Voilà. Donc voilà, j'invite merci à vous. J'invite nos auditeurs à intervenir ou à poser vos questions. Peut-être, David, tu souhaitais encore donner quelques derniers compléments sur ce sujet de la dette? Bon, j'avais un petit complément. On parle souvent aussi, je ne sais pas si vous êtes au fait, que comme un truc important à comprendre, c'est qu'on dit souvent l'argument qui a été utilisé quand on a interdit la Banque de France à prêter de l'argent à l'État, c'est que la création de monnaie par la Banque de France était inflationniste. Plus on crée de monnaie, mécaniquement, plus ça crée de l'inflation, parce que plus on crée de la richesse, etc. L'idée qui est totalement fausse, totalement bidon, pour défendre un peu l'argument excusez-moi bon, bref. Tu cherches tes notes, mais tu ne les trouves pas. Exactement. Il y a tellement d'infos que parfois on s'y perd. Non, tout simplement par le fait qu'on crée de la monnaie en faisant tourner ce qu'on appelle la planche à billets, ou qu'on crée de la monnaie, on importe de la monnaie en quelque sorte dans une économie, c'est la même chose. C'est strictement la même chose. Et in fine, c'est même encore pire parce que c'est de l'argent qui coûte. Voilà, c'était la petite précision un peu que je voulais apporter parce que c'est un argument qu'on entend souvent quand même dans les médias mainstream en règle générale. Très bien, très bien. Alors, encore une fois, je vais faire un dernier appel, effectivement, pour nos auditeurs, si vous souhaitez intervenir. Alors, c'est peut-être pas, si vous êtes habitué justement aux pléiadiens, aux chambres à tachyon et aux méditations, la dette n'est peut-être pas l'un des sujets qui vous fascine le plus. Donc voilà, en tout cas, je fais un dernier appel avant de clôturer cette séquence enregistrée. Moi, j'aurais envie de vous poser la question, Elisabeth et David. Quelle est votre audience aujourd'hui, en fait? Vous faites du trafic avec votre site internet. Vous savez combien de fois vous êtes lu, regardé, écouté? Bah, écoutez, je sais que sur le canal Telegram, il y a 4000 personnes qui nous suivent. Mais le canal existe depuis le 31 janvier dernier, donc ça fait 3 mois. Donc je trouve que c'est pas mal comme ça, brûle pour point, 4000 personnes. Ah oui, c'est un très bon résultat, oui, effectivement. Ouais. Et vous avez même dépassé les 4000, vous êtes à 4111. Ah, Chin, chin. Oui, voilà. Après, le site, il est beaucoup plus récent, parce qu'effectivement, ça fait un petit mois. Donc là, on est à une centaine de personnes, mais je sais que beaucoup sont bloqués par le fait qu'il faille s'inscrire. Ce n'est pas un site qui est ouvert, qui a pignon sur rue, mais c'est aussi par souci de discrétion. Voilà. Parce que je sais que parfois, quand la voix peut trop porter, on peut avoir des problèmes. Et dans le doute, pour l'instant, nous avons choisi le fait qu'il faille s'inscrire avant de pénétrer dans le site où il y a toutes les informations. Mais effectivement, il y a un petit côté secret, le fait de ne pas pouvoir accéder aux informations avant de s'inscrire. C'est vrai que je pense que ça peut en décourager certains, en effet. Oui, je pense. Et quand on voit le nombre de vues et le nombre d'inscrits, je vois bien que ça. Mais je comprends, hein, je me mets à leur place et tout, mais moi aussi, je me comprends, entre guillemets, où je me dis, on ne sait jamais, j'ai quand même des personnes qui comptent sur moi autour de moi. Enfin bon, parfois, je me dis, est-ce que je suis paranoïaque ou pas? Je ne sais pas. Mais on préfère comme y aller avec prudence au départ, et puis on y va un petit peu en marchant, on va avec le temps. Et puis, vous connaissez la loi du centième singe. Vous savez que dans le domaine de la divulgation, quand on travaille pour la vérité, en fait, on ne travaille pas forcément pour la masse, on travaille pour la conscience planétaire. Et le fait simplement, effectivement, qu'il y ait peut-être juste 10 personnes de plus qui découvrent le sujet,
avec ce qu'on appelle, nous, la loi du centième singe, ça peut créer des basculements de conscience, justement, dans la conscience planétaire. Donc, on n'est pas, alors, il faut pas chercher l'audience à tout prix quand on est justement chercheur de vérité comme vous l'êtes. Et de toute façon, notre action, elle reste profonde et elle reste importante, même si les chiffres sont pas toujours au rendez-vous. C'est vrai. Après, moi, si parfois je me surprends à penser vouloir des chiffres, c'est pas pour de l'ego ou je ne sais quoi, peu m'importe. C'est parce que, bon, après, les gens qui me connaissent le savent. Ça fait des années que je suis très sensible à la notion de justice, et ça depuis que je suis née, depuis que je suis enfant, toute petite. J'ai toujours défendu la cause des personnes, enfin voilà, qui étaient blessées. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Déjà, c'est mon énergie qui est comme ça. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce que je vois bien que l'humain est maltraité, voilà, avec tout ce qui se passe politiquement et mondialement, malheureusement. Et du coup, j'arrête pas de dire à mes amis proches, écoute, si toi, tu as ces précieuses informations, tu as une responsabilité de la transmettre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je me sens responsable de transmettre ce que je sais par souci d'éthique, de justice, d'humanisme, de transmission, donc. Et voilà, c'est pour ça que je le fais. Et je me dis, si moi, j'arrive à aider des gens à comprendre et à se sentir mieux pour justement s'en détacher, eh bien, moi, si j'arrive, ne serait-ce que 3 personnes à avoir réussi à ouvrir les yeux ou comprendre, etc., eh ben, eux-mêmes, ils vont faire comprendre à 2-3 personnes chacun, qui eux-mêmes faire comprendre à 2-3 personnes, etc. Et c'est comme une bonne bactérie qui se déploie. Une bonne bactérie. C'est ce que je dis depuis des années à mes amis proches, quand je voyais ce qui se passait pour les gilets jaunes et les gens qui étaient victimes de ségrégation pendant le Covid. Ben, ça m'a tellement touchée que c'est exactement en fait ce que vous dites. C'est cette volonté de transmettre pour que d'autres transmettent, etc. Il est plutôt là le sujet pour moi. Et puis quel enrichissement pour vous aussi finalement de lire ces livres et de travailler tous ces sujets. C'est un enrichissement incroyable pour vous-même, avant tout. Bien sûr, enfin avant tout, non, moi c'est pas pour ça que je le fais à la base, c'est plutôt l'effet qui se coule, mais non, je le fais vraiment pour que quand je vois autour de moi vraiment, ne serait-ce que ça a commencé par mes amis, le fait qu'ils aient compris ci, ça, ils ont été apaisés. C'est-à-dire qu'au début, quand on avale l'information, c'est vrai que ça peut être anxiogène et pas facile à digérer, mais une fois que cette phase est passée, on arrive dans une autre phase qui est la phase de l'acceptation de ce qui se passe et de la volonté de, voilà, trouvons des solutions, unissons-nous, soyons soudés, entraînons-nous, etc. On passe dans une phase beaucoup plus lumineuse, mais il faut passer, je pense, par cette première phase qui est assez difficile. Très bien. Moi, je trouve que ça ressemble à une conclusion. David, est-ce que tu ferais toi-même une conclusion justement à cette émission avant de mettre un terme à l'enregistrement? Bon, écoutez, si je devais faire une petite conclusion, j'étais ravi quand même qu'on puisse présenter un petit peu nos différents pas produits, mais productions à d'autres personnes que notre propre canal, et puis du côté assez réceptif. Ça fait toujours plaisir et ça nous incite quand même à continuer. Eh ben, très bien, super. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc vous avez toutes les références. Donc le canal Telegram, Revue Citoyenne, donc au pluriel, et le site internet donc www.revuecitoyenne au pluriel toujours.com. Et vous avez également donc une chaîne Odyssée, hein, c'est bien ça, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur la chaîne Odyssée justement? C'est les enregistrements, c'est les audios en fait de vos dossiers? Alors, c'est ce qu'il y a de moi, c'est ce que je conseille le moins parce qu'il y a les vidéos et les podcasts, mais il n'y a pas le contenu écrit, il n'y a pas les visuels. Donc, moi, je trouve que le plus complet pour ma part, c'est le site, parce que le canal Telegram, c'est super, mais c'est un fil d'actualité, donc je trouve qu'on s'y perd à force de faire défiler comme ça pour remonter des infos, alors que sur le site, c'est rangé, c'est bien rangé. Les revues, elles sont là, les hors-séries sont là, les podcasts sont là, les médias sont là, les interviews, c'est là, etc.
Donc, c'est beaucoup plus facile à lire. Très bien, super. Eh ben, un grand merci à vous. Un grand Merci merci à donc vous, pour votre surtout. présence, voilà, d'avoir Merci de accepté votre invitation. Voilà, et merci de l'avoir accepté, effectivement. Mais je pense qu'on est vraiment dans les mêmes énergies, et on travaille finalement bon an, mal an sur des sujets quand même très voisins, très proches. Et c'est vraiment super le travail que vous faites. Alors moi, je vais faire juste avant de terminer l'enregistrement. J'ai oublié ça dans la phase initiale. On a toujours des petites annonces, donc bouchez-vous les oreilles, Elisabeth Ouais. et David. On fait donc n'oubliez pas notre prochaine session de dissolution des implants, le mercredi 11 mai, donc en français, hein, une session française. Voilà pour une première annonce. N'oubliez pas notre marathon spirituel le vendredi 3 juin. Et puis, n'oubliez pas non plus, n'est-ce pas, Cindy, que finalement, nous sommes rentrés dans la phase potentielle du scénario 1. Donc, oui, ça veut dire que, Oui, voilà, le fameux scénario Oui, 1. c'est Donc, donc entre finalement hier et dans un an, nous pourrions, si nous ne sommes pas trop mauvais, si nous sommes très efficaces justement avec notre travail de divulgation, avec nos méditations, avec notre travail énergétique et notre guérison personnelle, peut-être que d'ici un an, nous pourrons connaître l'événement, ce que nous appelons l'événement avec un grand E. On vous expliquera, Elisabeth et David, si ça vous intéresse, on vous expliquera. je On pense vous qu'on invitera. sait. D'accord, super, voilà. Ouais. Et donc voilà, donc on considère que ça pourrait être une première phase ça pourrait arriver, voilà, dans l'année qui vient. Et puis si on n'est pas très bon et que voilà, on n'est pas à la hauteur, ben ça viendra peut-être plus tard. Mais quoi qu'il en soit, l'important c'est de rester mobilisé. C'est de faire nos petits exercices de méditation, notre guérison, aller nous informer sur Revue Citoyenne, Révolution Vibratoire ou ailleurs, et voilà. Et on fait ce qu'on peut, on va y arriver. Tous les galactiques sont là pour assister à ce grand événement. Donc un grand merci à vous, encore une fois, David et Elisabeth. Je mets un terme de ce pas à la séquence enregistrée et on reste ensemble pour l'after. Oui. Et vraisemblablement, nous aurons une émission lundi prochain. N'annonce pas trop vite le thème, Cindy, on ne sait jamais parce que les thèmes justement peuvent bouger en fonction de l'actualité. Si jamais il tombe un truc important, on pourrait changer d'idée. Mais en tout cas, on a une petite idée derrière la tête, mais on va pas vendre la mèche tout de suite. Donc, si vous voulez savoir la thématique, il faut venir lundi prochain. Voilà, si vous voulez savoir quelle thématique, il faut venir lundi prochain. C'est exactement ça. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Puis on se retrouve sur l'after. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Enfin, on reste en ligne. Oui, on reste en ligne. Si je comprends bien, c'est ça, on reste en ligne. C'est ça, on reste en ligne pour l'after. Allez, en tout cas, au revoir pour nos auditeurs et ceux qui nous écouteront en replay. Voilà, à bientôt. Merci à vous.